Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Donc, comme d'habitude, je vais poser les 2-3 premières questions et ensuite les journalistes auront certainement des questions à te poser, Manu. T'es tout seul. Alors, Manu, d'abord, comment on se sent? Comment tu te sens après avoir bouclé cette ligne d'arrivée devant les Sables d'Olonne? Ça marche? C'est mieux. Eh bien, écoute, on se sent tellement heureux. Enfin, en tout cas, je me sens tellement heureux d'avoir franchi cette ligne d'arrivée, d'avoir remonté ce chenal. Honnêtement, j'osais à peine. Il y a un moment, j'osais plus y penser parce que il y a des moments où on est bien et puis une galère et puis deux galères et puis il y a un moment on finit par se dire mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que finalement ça veut pas quoi, parce que on le veut vraiment. Au début évidemment on part pour une course, forcément. Le Vendée Globe c'est avant tout une course incroyable. Et puis première grosse galère, évidemment les safrans au début du sud, et là j'ai compris que la course ça serait compliqué. J'étais entre guillemets à ma place, là où je pouvais être avec mon bateau à ce moment-là. Et puis là, j'ai dû aller me mettre dans un anticyclone pour aller chercher du temps calme, enlever le safran, travailler dessus. Donc là, ça a été 24 heures de travail sur le safran. Finalement, j'ai pu repartir. Donc finalement, c'était l'essentiel. Mais là, à partir de là, la course a pris déjà une autre allure. Enfin, c'était autre chose, parce que j'avais du mal à tirer autant sur le bateau. Je savais qu'il y avait une faiblesse à ce niveau-là déjà. Et puis voilà, la course se fait que y a d'autres galères. Alors je suis pas le seul, hein, je pense qu'on est tous à avoir eu des galères. La météo nous a pas aidés. Enfin voilà, c'est pas une course simple, ça se saurait. Et puis là, la dernière là, il y a 15 jours, j'avoue que là ça a été dur, parce que voilà, on se bagarrait, c'était sympa. Il y avait avec Miranda et Clément, on finissait notre course tous les trois, où là on se tirait encore à la bourre. Et puis là, c'est vraiment grosse avarie, quoi. Donc la tige de vérin qui casse. Donc évidemment sur nos bateaux, rapidement, je vais pas refaire le détail, mais on a une quille qui est comment dirais-je, que l'on peut incliner. Je suis désolé, c'est la fatigue, j'ai du mal, je cherche un peu mes mots. Mais en fait, la tige de vérin qui permet de penduler cette quille a cassé. Et non seulement ça, mais en cassant, elle a vraiment endommagé la partie qui permettait de mettre en place un système de spare, en fait, un système qui est là pour tenir la quille dans l'axe. Donc là, ça a été gros boulot. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit là, c'est pas gagné, parce que c'est quand même des endroits où il y a beaucoup d'efforts, énormément, et c'était vraiment très endommagé, beaucoup de stratification à faire, un axe à refaire, enfin avec rien, quoi, avec une scie à métaux, une lime et une petite ponceuse. Voilà, je suis plutôt bien au niveau. J'ai de la chance d'avoir un sponsor qui est à ce niveau-là. Je suis bien outillé, donc là ça c'était bien. Mais voilà, il fallait que je me débrouille avec ça. Et puis ça a été là encore 24 heures de boulot non-stop. Et puis j'ai réussi à repartir. Et puis là, il y a plus de course finalement. La course, c'est finir. C'est finir l'aventure, et c'est tellement bon, quoi. Je crois que c'est encore meilleur finalement comme ça. Donc je suis tellement heureux de franchir cette ligne d'arrivée et ce chenal des Sables. Hier, Manu, dans la dernière vacation qu'on a eue ensemble, tu nous parlais des mers du Sud, qu'elles avaient quelque chose de spécial. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces mers du Sud, nous qui n'y sommes jamais allés?
C'est tellement de choses. Je pense que c'est une atmosphère en fait. C'est une atmosphère. C'est évidemment des grosses houles. C'est un ciel très bas, souvent. Alors des fois, il y fait très beau. Alors cette année, apparemment, c'était un peu particulier. Moi, c'est la première fois, donc je n'ai pas de comparaison à faire par rapport à d'autres années. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi des fois des anticyclones, donc du beau temps. Mais c'est surtout une atmosphère qui est très particulière, un ciel très bas, souvent très gris, une très grosse houle, évidemment des dépressions qui se succèdent, les oiseaux, on en parle beaucoup, les premiers albatros, ça c'est marquant. J'avais qu'une hâte en descendant, plus je descendais, plus je regardais derrière le bateau, et puis un matin je sors du bateau et je tombe nez à nez avec mon premier albatros. Donc là, on se dit, on y est, quoi. Ça y est, j'y suis, quoi. Déjà, j'ai pas tout perdu, j'ai vu mon albatros. C'est une partie. En fait, c'est ça, faut y aller step by step, quoi. Et donc voilà, il y a des moments, c'est des petits moments magiques comme ça, et c'est tellement majestueux comme oiseau qui se balade derrière le bateau. Il suit, en fait, ça bat jamais des ailes, ça utilise les courants d'air pour se déplacer. C'est juste magique. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose. C'est vrai que beaucoup parlent d'un espèce de tunnel quand on rentre dans les mers du Sud et qu'on ressort au Cap Horn. C'est un peu ça, c'est qu'en fait on rentre dans une atmosphère assez singulière et en fait et on en ressort qu'une fois passé le Cap Horn. Donc au début on est super content parce qu'on a envie de le voir. On va finalement pour le Vendée Globe, on y va aussi, peut-être surtout pour ça. Et à la fin, j'avoue que quand on passe le Cap Horn, on est content quand même. Parce qu'au bout d'un mois, en tout cas pour nous, pour nos bateaux, c'est à peu près un mois. Je pense que quand on a passé effectivement le Cap Horn, on se dit voilà, j'ai vu, c'est bien. Je suis content d'en sortir. Et puis ce qui est dingue, c'est que quelques jours après ou quelques semaines après, ou à peine arrivé là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir si c'est toujours pareil, quoi. C'est ça c'est une atmosphère particulière. Un mot sur ton parcours depuis tes débuts en course au large. On a vraiment le sentiment que ce parcours, il a été fait avec justesse, pas à pas. Classe 40, IMOCA, tu t'es toujours bien entouré aussi de bons navigateurs. Et puis une équipe technique, certes de petite taille, mais au top. Un bateau très bien préparé. C'était le sentiment qu'on avait au départ du Vendée Globe. Est-ce que c'est tout ça aussi, la réussite de ton projet et de te voir là aujourd'hui ? Je pense, en tout cas, on a toujours essayé, effectivement, quand tu dis je suis bien entouré, ça joue énormément tout seul dans quel que soit, dans quoi qu'on fasse, et c'est toujours mieux d'être bien entouré. Mais je pense que dans un sport comme ça, aussi extrême, c'est encore plus important. À commencer évidemment par Sandrine, ma femme, qui est toujours là, qui est toujours derrière moi et qui est vraiment le premier rempart, on va dire. Évidemment, mon partenaire, ça fait quelques années maintenant, quelques longues années. Avant évidemment, dans ma vie professionnelle, dans ma première vie professionnelle que j'ai eue, on s'est rencontrés, et donc ça fait plusieurs longues années qu'on se connaît. Et tout ça, c'est vraiment important. Et puis derrière, l'équipe technique, je pense qu'on est soudés. On est une petite équipe, mais on est finalement, c'est une petite famille qu'on a réussi à former avec que ce soit mon partenaire, Eric, Sébastien. Enfin voilà, je vois des gens qui sont là depuis le tout début, et c'est juste magique. Donc effectivement, on essaye de faire les choses bien. Quand on est arrivé en IMOCA, on a fait un peu la même chose qu'en classe 40. On est arrivé par la petite porte. Voilà, on essaye de montrer qu'avec nos moyens, on fait les choses. En tout cas, on essaye de les faire sérieusement. Et je pense qu'aujourd'hui, je parle pas de la performance par rapport au bateau, mais je parle du sérieux de l'équipe, en tout cas. Je pense et j'espère pouvoir dire qu'on est reconnu par nos pairs, entre guillemets, par les gens qui, encore il y a quelques années, moi, me faisaient rêver sur les bouquins, à la télé. Là, j'ai eu des échanges avec des coureurs
c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, c'est devenu des collègues de travail, des copains, et des concurrents, ou on peut appeler comme on veut, mais on s'écrit. Et ce qui est important dans notre sport, je crois qu'il y a d'autres sports qui pourraient en prendre exemple, c'est cette solidarité qui est incroyable. Jamais, j'ai reçu des tas de messages de soutien, et pas que des gens qui étaient à côté de moi, des gens qui étaient devant, des gens qui étaient là pour gagner, qui m'ont doublé, qui m'ont envoyé des messages même quand ils étaient arrivés, des gens qui sont encore en mer, qui pouvaient gagner. Donc c'est une solidarité qui est pas usurpée, et qui est juste magique, et je suis super fier de faire partie de cette famille. C'est un peu tout. Il y a tellement d'émotions, de fatigue, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire d'être là. Et il y a beaucoup de choses qui ressurgissent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que moi, je vais pleurer aussi, je crois, là. Merde. Je suis désolé, on peut faire la fête aussi. Bonjour Manu. Quels auront été tes meilleurs moments en fait pendant ces 103 jours? Est-ce que tu as gardé des moments très forts? Oui, celui que je viens de vivre il y a 2 heures en fera partie forcément. C'est, je pense, un des moments les plus forts. Après, il y a plein. Ça dépend où on met le curseur, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Le premier Albatros, c'est tout bête, mais voilà, c'est le départ. Le départ, on prend le départ du Vendée Globe, quoi. C'est juste. C'est pas rien. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai eu une vie professionnelle avant, j'ai eu une autre vie, et donc je me rends compte peut-être plus de ce que c'est d'être arrivé là et de prendre le départ du Vendée Globe. Après, les bons moments, c'est le passage de l'Équateur, le premier Albatros, le passage du Cap Horn, forcément. À un moment, on passe la longitude et on se dit, je suis capornier, quoi. Est-ce que ça marche de pisser au vent ou pas? Bon, ça marche pas. Mais voilà, il y a plein de. Et puis il y a des moments de course aussi où le bateau marche bien, où ça glisse bien, parce qu'on est aussi compétiteur. Et avant d'avoir ces problèmes techniques qui font que la course prend une autre histoire, il y a des moments où on se trouve bien placé, où le bateau va bien, où on va vite, où on se fait plaisir aussi, parce que c'est aussi ça. C'est un sport plaisir aussi. C'est de la glisse, on a des machines qui sont juste extraordinaires. Donc voilà, ça fait partie des gros bons moments. Et puis je pense que l'apothéose, c'est juste l'arrivée, le chenal, parce qu'on part. Je pense que quand on part pour un Vendée Globe, on part aussi en pensant à ça. En tout cas, j'en avais tellement envie de cette arrivée. Je pense que après, on ne sait jamais ce qui arrive, mais il aurait fallu vraiment qu'il y ait une grosse avarie pour que je n'arrive pas ici, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Coucou Manu. Je voulais savoir, cette nuit, tu étais dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu avais en tête? Tu nous imaginais? Tu te disais, ça y est, ouf, je peux relâcher? Ou tu étais vraiment au taquet jusqu'à la ligne? Qu'est-ce que tu avais dans la tête cette nuit? Alors, je vais avouer quelque chose. Cette nuit, à 2-3 heures du matin, c'est le premier moment où j'ai relâché vraiment la pression. Parce que jusqu'à cette nuit, c'était compliqué d'arriver là. J'ai un bateau qui est blessé depuis un moment, avec les safrans, avec ce n'est qu'une réparation que j'avais fait pour le Veranki. C'était, je pense que c'était assez costaud. La preuve, c'est arrivé là, mais ça n'était quand même que de la réparation faite en mer, de la colle, du carbone, etc. Et ça pouvait lâcher à tout moment. Et je savais qu'il fallait que j'évite de prendre des grosses dépressions, parce que ces bateaux-là tapent énormément.
c'est des efforts dans l'acquis qui sont juste monstrueux. Donc voilà, on n'est jamais serein. Et là, à 2-3 heures du matin, je me suis dit, bon bah voilà, de toute façon, c'est du portant. Si ça claque maintenant, même si la qui tombe, à la limite, le vent va bien arriver à me pousser jusqu'à la ligne. Donc c'est le premier moment où je me suis relâché. Et j'avais de la musique à bord. Et c'est un des rares moments où, pendant, je pense, 2-3 heures, j'ai mis des tas de musique à fond dans le cockpit et où je me suis relâché un petit peu. Et comme tout à l'heure, je pense que voilà, j'avais un peu les yeux humides en disant voilà, ça y est, tu l'as fait maintenant. De toute façon, une fois que j'avais passé le plateau de Rochebonne, parce que il y a un plateau ici à 90 000 où il y a énormément de pêcheurs, où il faut être hyper attentif. Il y a beaucoup de gens, ils travaillent, c'est leur métier, mais il y en a beaucoup et il faut faire gaffe parce que on va vite avec nos bateaux, on n'est pas forcément très manœuvrant et eux encore moins en train de pêcher, donc il faut faire super gaffe. Et une fois que j'avais passé ce plateau-là et qu'il n'y avait plus de pêcheurs, je me suis dit bon allez, maintenant mon Manu, tu peux te lâcher un petit peu, vas-y, mets la musique. Et puis bon, j'ai pas dansé quand même dans le cockpit, mais je me suis fait bien plaisir dans la tête en disant voilà, ça y est, je pense que là c'est bon quoi. Tu as le droit de te lâcher un peu. Bonjour Manu, alors moi j'ai une question. Un message de la part de la Normandie, des Normands, qui te font un gros bisou, parce que la Normandie, je crois que tu connais bien aussi. Et puis la question, c'est ton premier Vendée Globe, un peu plus de 100 jours. Comment tu te sens ? Parce que est-ce que le mal de terre, ça arrive à chaque fois ? Parce que le mal de terre, c'est-à-dire de se retrouver à plat, sans que ça bouge. Comment ça va ? Alors déjà merci pour le message des Normands. Effectivement, je suis natif de Normandie et j'ai vécu en Normandie une bonne partie de ma vie. Donc voilà, forcément on n'oublie pas ça. Donc merci pour le message des Normands. Alors comment je me sens, je le disais, et je pense que ça se voit, je me sens juste heureux d'avoir fini ce Vendée Globe. Après, comment je me sens physiquement ? Je vais pas dire que alors je pète la forme sur le coup évidemment, hein, là il n'y a pas de problème, on peut danser, je vais danser jusqu'à demain matin, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Par contre après je pense que je vais le payer un petit peu, donc je pense que je suis fatigué, fondamentalement fatigué c'est sûr. Par contre je me sens super bien, et puis le mal de terre non, pas particulièrement. J'ai la chance de ne pas avoir le mal de mer, alors peut-être que ça a un lien que vous avez fait, j'en sais rien, j'ai pas forcément le mal de terre, mais je suis juste heureux d'être avec vous, d'avoir rejoint et mes proches, ma famille, mes amis et tous les Sablais. Donc voilà, je me sens juste bien, c'est tout. Non, ça marche pas. Ah, si, ça y est. Oui, je vais en profiter. Du coup, j'ai perdu la question que je... Ah si, ça y est. J'ai une autre question à te poser. Ça concerne, je dirais, les manques, parce que tu as anticipé, évidemment, ce Vendée Globe, mais est-ce que tu t'es aperçu qu'il y a quelque chose qui te manquait en particulier pendant ce Vendée Globe ? À part la famille, enfin, tout ce qui est... Mais quelque chose plutôt matériel, genre une bonne douche chaude, voilà, je sais pas. Ça, la douche chaude, je pense que effectivement, ce soir ou tout à l'heure, je vais l'apprécier, c'est clair. Non, évidemment, après, forcément, les proches, la famille, etc. Mais bon, ça, c'est normal. Quelque chose qui me manque particulièrement, non. Je suis heureux d'être en mer. J'aime être en mer. On sait qu'on n'a pas le confort de la maison, donc on le sait avant de partir. Après, c'est des bricoles, des manques. Oui, j'avais pas pris assez de miel. Voilà, j'aime bien le miel. Il me manquait du miel. Enfin bon, voilà. Après, c'est vraiment du détail. Hein, mais non, je suis quelqu'un qui aime être en mer. Et honnêtement, si je mets à part les 15 derniers jours qui sont un peu particuliers, jamais j'ai trouvé le temps long sur ce Vendée Globe. J'ai pris énormément de plaisir, même dans les moments un peu galères. J'avais
peut-être un peu peur de ça. Enfin, en tout cas, je ne savais pas comment j'allais réagir. Donc, je me posais la question. Et en fait, très honnêtement, j'ai jamais trouvé le temps long. Je me suis toujours senti bien, même dans le sud. Franchement, les 10-15 derniers jours m'ont semblé longs parce que c'était du fait de voilà, là c'était de la galère. J'avais vraiment hâte de finir. Je voulais finir et je savais que là c'était tendu. Donc c'est un peu particulier. Mais sinon non, je me sens juste bien en mer et j'ai pas de manque particulier. En tout cas, j'ai pas été surpris par quelque chose qui m'a manqué particulièrement parce que je m'attendais à avoir des manques évidemment des proches, de la famille, enfin des choses qui sont humainement logiques quoi. Voilà. Bonjour Manu. Bonjour. Comment as-tu géré ton sommeil durant le Vendée Globe? Alors le sommeil, on le gère. En fait, c'est plus la météo et le bateau qui nous dictent un petit peu notre sommeil. C'est un peu plus facile dans les mers du Sud parce qu'il y a de la place, il n'y a pas de bateau. Tu vois, comme là, par exemple quand on revient, on s'aperçoit que c'est très très difficile de dormir. Parce qu'on met des alarmes au cas où les machines qu'on a à bord détectent un bateau. On a des écrans, des radars, etc. qui détectent les autres bateaux. Donc on a des alarmes. Et en fait, on s'aperçoit que c'est très difficile de dormir dans les mers où il y a beaucoup de monde. Donc finalement, c'est plus facile de dormir où il n'y a vraiment personne. C'est des problématiques différentes. C'est plus dangereux parce que si on a un gros problème, il n'y a personne pour venir nous secourir. Par contre, c'est plus facile à dormir. Donc quand il y a des endroits où il y a beaucoup de monde, on dort par tranche d'un quart d'heure, des fois 10 minutes même. Quand toi, je parlais tout à l'heure de l'arrivée, là, des fois tu es vraiment fatigué, tu fermes les yeux 10 minutes, tu mets 2-3 sonneries pour être sûr d'être réveillé et hop, voilà, tu arrives à quand même t'assoupir un petit peu, être réveillé, ça te repose. Tu dors pas, mais ça te repose. Par contre, quand tu es au milieu de l'Atlantique ou au milieu des mers du Sud où il y a pas de risque d'avoir d'autres bateaux ou très peu de risques. Là, tu peux dormir, tu peux faire des phases de sommeil plus longues, 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà. Sinon, on arrive à gérer quand même. Moi, je suis pas un gros dormeur, même à la maison, mais on a quand même besoin. Le corps a besoin de dormir au moins de 4 à 6 heures par 24 heures, quoi, pour en récupérer un petit peu des efforts. La régie? Ouais. J'ai une question d'un média belge, Manu, Oui. par Internet, Travel Top Country Magazine, qui demande est-ce que vous étiez suffisamment armé pour faire cette course? Est-ce que vous pensiez que c'était aussi difficile en partant? Armé, en tout cas, je m'étais préparé comme je pensais être le mieux préparé. Physiquement, je pense que j'étais vraiment prêt. Le bateau, techniquement, on a vu qu'au début, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc je pense que le bateau était prêt techniquement. Après, voilà, les avaries arrivent petit à petit. On voit une tige de vérin de quille qui a été changée dans l'année, qui est neuve, qui est faite par des gens professionnels. Voilà, ça peut arriver. Après, techniquement, est-ce que c'est une paille? Est-ce que j'étais prêt, préparé? Il est clair que pour le prochain, s'il y a un prochain, mais pour le prochain, je serai forcément plus prêt que je l'étais là, parce qu'il y aura moins d'effets de surprise. Ça, c'est sûr. L'expérience, rien ne vaut l'expérience dans ce domaine, comme dans d'autres domaines, que ce soit pour le travail ou pour le sport, comme celui-ci. Je pense que rien ne remplace l'expérience. Donc oui, la prochaine fois, c'est sûr qu'il y a des choses que je ferai sans doute mieux, différemment. Mais je pense que voilà, je suis arrivé là et je pense que oui, j'étais prêt, en tout cas avec les moyens que j'avais pour l'être, en tout cas, je pense. La deuxième question, c'était pensez-vous que c'était aussi difficile, que le Vendée Globe était aussi difficile au moment où tu prenais le départ?
On le sait par tout ce que, enfin, je suis un passionné depuis tout jeune de ces courses et de cette course en particulier. Et en fait, c'est ce qui nous attire, c'est la difficulté. Si cette course n'était pas aussi difficile, je pense que il y aurait pas autant de monde à l'arrivée. On le sait que c'est une course extrême, que c'est extrêmement difficile. Est-ce que je pensais que c'était aussi difficile? J'ai pas été surpris par ça parce que je me doutais bien que c'était extrêmement difficile. Donc j'ai pas eu cette surprise. En revanche, oui, c'est clair, je confirme, c'est difficile. c'est clair qu'il y a des moments magiques. Après 3 mois en mer, en totale autonomie, à se débrouiller, à essayer de il faut tout faire pour avancer, pour aller chaque petite galère quand il y en a une, on repousse à chaque fois plus loin pour aller au-delà. Donc forcément que c'est difficile, mais c'est ce qui fait la beauté de cette course. Je pense que moi j'ai eu la chance d'arriver. Si on en parle à d'autres coureurs qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'arriver, et je parle même pas de Kevin, c'est encore autre chose. Donc oui, bien sûr, c'est une course extrêmement difficile. Faut pas la prendre à la légère. On veut pas faire les gros bras, mais bien sûr que il faut être extrêmement préparé. On part pas comme ça faire un Vendée Globe sans prendre des risques. Finalement, il y en a clairement, même s'ils sont mesurés. On fait très attention, on est préparé pour. Mais oui, c'est une course extrêmement difficile, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Je leur fais peur. Je vous fais peur. Ils sont timides. Ils étaient moins tout à l'heure sur le quai. Merci. Bon, mon Manu, moi j'ai une question. Est-ce que tu te projettes dans les semaines à venir? Est-ce que tu comptes faire un break ou, te connaissant un peu, tu vas, dans les jours qui viennent, de te remettre sur ton bateau pour essayer de panser ces plaies-là, qui sont, à mon avis, un petit peu sérieuses sur le bateau? C'est clair qu'il y a un petit peu de travail sur le bateau, il y a un tout petit peu de boulot. J'ai la chance d'avoir une équipe technique qui va forcément s'en occuper. Mais Joël, tu me connais bien, j'ai un peu besoin, je pense, de me remettre un petit peu, de me reposer. Mais je suis quelqu'un qui aime bien être dans l'action quand même. Donc clairement, il va falloir, je pense que raisonnablement, je me repose un petit peu, je me refasse un peu physiquement. Mais j'ai aussi besoin d'aller de l'avant, toujours, de penser après, puis mon bateau. Enfin, le bateau, il est, moitié pour moitié à Société Stein et pour moitié à notre société à nous, donc à moi. Donc j'ai quelque part un rapport particulier avec le bateau. Donc il m'a aidé à arriver ici. Donc j'ai aussi besoin de m'en occuper un petit peu, de lui rendre un petit peu ce qu'il m'a donné. Donc oui, je vais avoir besoin de me reposer, mais j'ai aussi besoin d'être dans l'action, de continuer cette histoire, d'aller voir un petit peu, de m'occuper de mon bateau, puis de voir un petit peu, parce que l'histoire s'arrête pas comme ça, et voir un petit peu comment on peut continuer cette magnifique histoire. Donc voilà, mais c'est des gens qui me connaissent bien qui me posent des questions. Donc. Attention, j'ai 2 questions d'un coup sur coup. Alors, la première, c'est les internautes se demandent qu'est-ce que tu as à la main gauche, Manu? Quand on bricole sur un bateau qui bouge beaucoup et qu'on utilise des outils, ça c'est malheureusement, malencontreusement, quand j'ai dû scier un axe en inox. Je vais pas aller dans les détails, mais scier un axe en inox de 200 mm de long dans le sens de la longueur avec une scie à métaux. Sur un bateau, dans un cockpit où il n'y a pas grand-chose il n'y a pas d'établi, il n'y a rien. Donc,
en plus avec beaucoup de mer, donc ça bouge un petit peu et c'est un coup de scie malencontreux, mais voilà, c'est beaucoup protégé parce qu'on est en bateau, faut pas que ça se, comment dirais-je, on est en permanence dans l'eau salée, etc. Donc c'est plus de la protection que réellement une grosse blessure. Mais enfin bon, il y a une belle coupure, mais c'est rien, ça va être très vite rétabli, il n'y a pas de souci. Une question d'un journaliste, Nikolaos Loukakis, qui demande son avis sur la pollution des mers. Est-ce que tu t'en es rendu compte durant ton tour du monde ? Alors la pollution des mers, oui, forcément. Oui, on le voit. Alors après, faut pas exagérer. Nous, ce que l'on voit, on voit pas quand même, heureusement, des sacs poubelles tous les 3 mètres, hein, heureusement. Mais oui, forcément. Plusieurs fois, j'ai eu une fois une cagette en plastique dans le safran, une autre fois des filets, des bouts de filets de pêche. On voit des cochonneries, c'est sûr. Donc oui, on est effectivement les témoins d'une pollution et même aux antipodes, quoi. C'est incroyable, dans les mers du Sud. La cagette en plastique, c'était juste dans les mers du Sud. Donc on se demande ce qu'elle fait là, mais en fait, voilà, avec les courants, ça fait le tour, ça bouge. Et donc effectivement, on peut pas, nous, témoins, dire qu'il n'y a pas de pollution. C'est clair qu'il y en a beaucoup. Après, c'est d'autres choses aussi. Il y a des phénomènes qui sont qui évoluent et qui semblent bizarres. J'ai eu, comme mes collègues ou concurrents, énormément d'algues du Brésil jusqu'aux Açores, des sargasses. Alors j'en ai vu souvent en transat, mais aussi sur une partie aussi longue, je connaissais pas. Alors est-ce que c'est la période, on remonte au mois de février, c'est la première fois pour moi, comme c'est mon premier Vendée Globe, première fois que je remontais en février. Est-ce que c'est la période, je sais pas. Mais en tout cas c'est dingue, c'est des champs d'algues de sargasses. Ça c'est incroyable. Donc voilà, est-ce que c'est le réchauffement, est-ce que c'est la température des mers? Je suis pas assez spécialiste pour le dire, mais en tout cas il y a des phénomènes comme ça qui sont assez particuliers. Et je pense à autre chose, et là pour le coup c'est vraiment humain. C'est au milieu de l'Atlantique, en remontant, c'était dans les alizés du nord-est, donc au-dessus de l'équateur. Il y a un moment, sur mon écran, je vois des AIS de pêcheurs, ça peut arriver, 1, 2, 3, 4, et j'ai mon écran qui s'illumine comme ça d'écran de points AIS, avec que des points avec des noms de bateaux chinois. Et en fait, c'était un véritable barrage alors, c'est pas forcément des bateaux, il y a des bateaux de temps en temps, mais a priori, on nous en avait parlé avant, ce sont des filets dérivants avec des bateaux de temps en temps qui sont là pour surveiller ou ramasser le poisson, etc. Mais quand je dis, à un moment, je me suis demandé s'il fallait pas que je fasse le tour. Je savais pas à quelle hauteur étaient les filets, est-ce que je pouvais passer entre deux. Quand je dis des points, ils étaient écartés de 2-3 000 nautiques, donc 4-5 km, c'est rien. Hein, c'est quand nous on arrive là. Et en fait, je pense que j'ai pas vu sur la totalité de la longueur, mais je pense que ça faisait des dizaines et des dizaines de kilomètres de long. Et donc voilà, je pense que c'est incroyable de voir les bateaux chinois. Là, j'ai rien contre les Chinois, mais les bateaux chinois faire des ravages comme ça avec des filets dérivants de dizaines, voire de centaines de kilomètres de long qui ravagent l'océan. C'est un peu triste de voir ça. Donc ça, pour le coup, l'homme y est pour quelque chose. Donc voilà, c'est juste voilà, un témoignage en fait de ce que j'ai pu voir. Mais je pense que j'ai pas été le seul. Je crois que Miranda a dû voir aussi à cet endroit-là aussi. Ouais. Manuel, Christophe de Voiles et Voiliers, tu évoquais tout à l'heure l'éventualité d'y retourner. Dans quelles conditions et avec quel type de bateau, idéalement? Je regarde la salle. Alors, si c'est que moi qui réponds, j'ai bien une idée. Après,
Oui, évidemment, quand on a envie d'y retourner. Moi, j'ai envie d'y retourner en tout cas. On en avait parlé avant. Effectivement, on a envie d'y retourner. Après, y retourner forcément avec une idée avec un bateau plus compétitif, forcément. Maintenant, voilà, je viens juste de poser pied à terre. Faut qu'on débriefe tout ça, qu'on en parle. On a vu que ce Vendée Globe, il s'est passé plein de choses techniquement, même au niveau. Je pense qu'il y a des discussions en cours au niveau des foilers. Donc, on voit quand même que les foilers sont arrivés en tête, c'est clair, mais que c'était pas forcément la suprématie qu'on avait évoquée au départ, surtout sur les énormes foils. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de bonnes questions à se poser. À la réponse, est-ce que tu as envie d'y aller, d'y retourner? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on va y aller? Je l'espère. Dans quelles conditions? C'est un petit peu tôt, mais on en discutera. Et oui, pour y retourner avec effectivement une énorme envie, mais avec des conditions plus compétitives pour cette fois-ci, j'espère, plus une aventure, mais enfin, ce sera de toute façon encore une aventure, mais pour pouvoir essayer de me battre avec les petits copains un petit peu plus devant, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu. S'il n'y a plus de questions, on va libérer Manu et on va lui dire un immense bravo. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup.